cette invitation, merci à vous d'être présents et je m'excuse pour ce retard. Je me suis retrouvé en voiture à Strasbourg, une ville que je n'ai pas le plaisir de connaître, avec quelqu'un qui devait venir de Colmar spécialement, mais qu'on n'a pas réussi à contacter. Bon, j'espère qu'elle arrivera à nous joindre. Bon, si quelqu'un peut l'aider tout à l'heure au téléphone pour joindre, étant donné qu'elle ne connaît pas bien Strasbourg, voilà, petite parenthèse. Donc, bien, je veux dire, on a toujours un problème dans les réunions qui concernent la Tunisie, quand elles se passent en France, c'est le choix de la langue. Voilà, donc je dois dire, pour se dire, bon, il y a des personnes qui ne comprennent pas l'arabe, donc nous parlons en français, mais si par contre certains d'entre vous veulent poser des questions en arabe tout à l'heure, il n'y a aucun problème. Je suppose que tout le monde comprend le français. Si certains sont plus à l'aise pour poser leurs questions en arabe, il n'y a aucun problème. Nous assurons une traduction. Voilà, ça coule de source. Bien. Concernant ce sujet de manière générale, je ne vais pas répéter tout ce qu'a dit Nadia parce que j'y souscris dans l'ensemble, j'y souscris quasiment à 100%. Maintenant, on peut aborder le problème sous un angle, je vais aborder le problème sous un angle différent. Bon, dans quelle situation on était il y a quelques mois et dans quelle situation on est aujourd'hui. Bon, il y a quelques mois, avant l'adoption de la Constitution, disons à la fin de l'année dernière, fin 2013, on était dans une énorme incertitude. La situation était inquiétante à la fois sur le plan politique, sur le plan économique et sur le plan sécuritaire. Bon. Sur le plan politique, parce qu'à l'époque, on ne savait pas quand la Constitution serait adoptée, et ce qu'attendent de nous tous les partenaires de la Tunisie, parce que la Tunisie est dans une situation économique assez difficile, c'est de dire, on veut savoir dans quelle direction vous allez, c'est-à-dire quand vous aurez une Constitution, quand vous aurez une loi électorale et quand vous aurez des élections. Donc c'est ce que nous demandent tous nos partenaires, c'est-à-dire que ce soit des États qui peuvent nous aider, ou que ce soit des institutions internationales qui sont prêtes aussi à nous aider. Parce que, vu la situation dans laquelle on est, on ne pourra pas s'en sortir seul, c'est quelque chose de certain. Mais il faut donner des gages et donner de la confiance à ces institutions, comme le disait Ned. C'est quelque chose d'assez indispensable. Bon. Et le premier gage, c'était un gage sur le plan politique, mais résoudre les problèmes politiques ne résout pas tous les problèmes économiques et sociaux, qui quand même, depuis la Révolution, on sait très bien que la Révolution est partie des régions de l'intérieur du pays qui étaient les régions les plus déshéritées, sur des demandes économiques et sociales. C'est-à-dire les gens ne sont pas sortis dans la rue parce qu'il y avait des gens en prison, parce qu'il y avait des atteintes aux droits de l'homme. On fait clair là-dessus. Ensuite, effectivement, quand il y a eu ces revendications économiques et sociales, il y a des revendications de liberté qui sont greffées dessus. Mais bon, les premières demandes sont des demandes économiques et sociales sans conteste. Et on voit qu'aujourd'hui, ces problèmes, ils demeurent. Et ils n'ont absolument pas été résolus. On dirait même qu'on a régressé. Moi, je dirais, par rapport à certaines personnes, quand on discute avec des gens très modestes, des petits jeunes à Tunis ou ailleurs, qui est à Tunis, parce que je vis à Tunis, on vit à Tunis, mais bon, dans le pays, des gens vous disaient, eh bien, bon, certains viennent même à regretter l'ancien régime, à vous dire, bon, je parle avec un balayeur des rues, la profession la plus ingrate qui soit, c'est-à-dire des gens qui travaillent, contrairement à ce qu'on voit en France, des gens qui travaillent sans gants, sans protection, sous le soleil, vraiment Je me demande quelle est leur espérance de vie, s'il y avait des études faites là-dessus, qui ne doit pas être très élevé, et le taux de maladie qui doit être bien plus élevé qu'ailleurs. Ce que disait un balayeur de rue, il disait, vous savez, du temps de Ben Ali avec 200 dinars, j'y arrivais tout juste. Aujourd'hui, avec 400 dinars, je n'y arrive le double. Alors, il y a eu une augmentation qui a été faite tout au début, après la Révolution, par le gouvernement de Silbé Géraïtsev, si ça a été fait parce qu'il fallait lâcher du lest. Les gens n'y arrivaient plus, les revendications étaient parties là-dessus. Mais depuis, il y a eu du lest qui a été donné, qui était à l'époque, il n'y a rien à changer. Et les gens vous disent ça. Alors quand quelqu'un vous dit ça comme ça, c'est-à-dire, il y a aussi une amertume d'avoir vu un ancien régime qu'on voulait voir tomber, et voir ceux qui l'ont remplacé après, qui n'ont pas répondu aux attentes de la Révolution. C'est pas obligatoirement dire on veut le retour d'ancien régime. C'est pas ça. Il y a des gens qui vous diront clairement oui, on aimerait bien que les autres reviennent parce que ceux-là ne sont pas au niveau, on voulait mieux avant. Et d'autres vous diront c'est pas pour autant qu'on veut que l'ancien régime revienne, mais le fait est de constater que ceux qui ont dirigé le pays jusqu'à maintenant nous ont mis dans le mur et on vit moins bien qu'avant. Et ça, là je cite vraiment une profession qui est vraiment, comme je dis, la plus ingrate et la plus en bas de l'échelle, des gens qui souffrent, mais des gens qui travaillent. Ce monsieur dont je parle, c'est quelqu'un qui travaille et qui accepte de travailler. À côté, et il y en a beaucoup, et comme ça je parle de lui parce que je le vois régulièrement, il y en a beaucoup d'autres, il y a des gens qui effectivement n'acceptent pas de travailler, n'ont pas envie de travailler pour un salaire qui est trop bas ou parce qu'il y a la notion de travail est aussi dévalorisée. C'est un fait. Moi je vois des chefs d'entreprise qui parfois ont du mal à trouver du personnel, où ils ont des gens qui viennent, qui après s'en vont. Il y a toutes des habitudes qui s'en vont, sans raison. Et c'est un pays où il y a quand même un chômage assez élevé et des gens qui se plaignent du chômage. Voilà. Donc là, ce qu'on voit aujourd'hui,
sur le plan économique et social, rien ne repartira sans dialogue entre patronat et syndicats. Et c'est quelque chose de fondamental qu'il y a aujourd'hui en Tunisie, c'est qu'on a réussi à instaurer cette culture de dialogue. Sur le plan politique, bon, ce dont parlait Ned, et quand on s'est retiré de l'Assemblée après l'assassinat de notre collègue Mohamed Brahim, bon, ça a été un choc pour nous tous et je dirais pour tout le pays, y compris pour ceux de l'autre bord qui effectivement bon, ne voulaient pas voir le pays prendre cette tournure-là. On a décidé de se retirer de l'Assemblée, de faire pression pour qu'il y ait une constitution qui soit adoptée comme on la voulait. Bon, on a plus ou moins obtenu gain de cause sur beaucoup de choses. Bon, la constitution qui a été votée et la nôtre, le projet du 1er juin n'était pas le nôtre, et je dirais que c'est quand même la constitution de Mohamed Brahim. Là, il faut lui rendre hommage là-dessus. Son assassinat a permis d'arriver à ça. J'avais discuté avec sa femme, lui dire, est-ce que vous me permettez de dire ça? Elle m'a dit, bah, tout à fait. Elle m'a dit oui, finalement oui, parce que je ne voulais pas utiliser son nom comme ça, quelque chose qui, je ne voulais pas instrumentaliser le nom de cet homme qui était non seulement un collègue, mais un ami, parce que je crois qu'on l'appréciait énormément, c'est quelqu'un qui était énormément respecté. Bon voilà, cette constitution, c'est aussi la sienne, j'avais envie de le dire, et dire qu'il restera dans l'histoire comme celui qui a permis de sortir d'Ornières, son sacrifice nous aura amené là. Il y a aussi Chokri Belaïd, il y a aussi tous les militaires et les policiers qui ont été sauvagement assassinés par les terroristes. On voit ce problème-là aussi. Et là, j'en viens aussi à ça, parce que le problème de la sécurité, le problème du terrorisme est aussi quelque chose qui a un impact sur le plan économique et social. S'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de réussite sur le plan économique. Donc il y avait la condition politique qui a été réalisée. On est sorti avec une constitution, une bonne constitution globalement, adopté par 200 voix sur 217. Il y aurait eu 201 voix si notre collègue Mohamed Alouche n'était pas décédé 2 jours avant. Il avait exprimé la volonté de voter pour cette constitution. Bon, lui aussi, bon, on lui rend hommage. Ça fait quelqu'un qu'on a perdu, qu'on a connu pendant 2 ans, qui est décédé 2 jours avant le vote. Bon, voilà, la sortie politique était la meilleure qu'on puisse espérer. C'est une constitution, une bonne constitution, adoptée une large majorité. Une instance pour les élections qui a été mise en place avec à sa tête quelqu'un, une personnalité, je dirais, quelqu'un de très qualifié, M. Chafet Sassad. Chiranen, c'est un juriste de très haut niveau et quelqu'un de très sérieux, qui a très bonne réputation et qui est, je dirais, la bonne personne pour mener cette mission. Maintenant, à côté de ça, il y a aussi la loi électorale qu'on vient d'adopter cette semaine. Ça nous donne, c'est vrai que ça redonne, tout ça redonne de la crédibilité à la Tunisie. Et c'est la première condition. On voit aujourd'hui, quand j'entendais à la radio cette semaine le président du MEDEF parler de sa rencontre, oui. On entre dans le deuxième point, si on peut... D'accord, premier point économique. D'accord. Voilà, j'en reviens sur l'économie. J'entendais le président du MEDEF parler aujourd'hui, parler cette semaine à la radio, en disant qu'il était émerveillé par ce gouvernement tunisien, qu'il était émerveillé par la qualité de ses ministres. Bon, il voyait qu'il y avait beaucoup de chefs d'entreprise ou de gens qui connaissaient l'entreprise, et pour lui, c'était quelque chose de très rassurant. Voilà, et c'est un pays qu'on a envie d'aider quand on voit des gens comme ça à la tête de ce pays. On a besoin de ça, on a besoin que des entreprises françaises, si elles sont obligées de délocaliser, qu'elles viennent délocaliser en Tunisie et pas ailleurs. Voilà, sachant que on sait qu'en France, ça pose aussi un problème, les délocalisations posent un problème parce que c'est les emplois qui disparaissent, mais il y a aussi parfois une politique de conquête de marché qui se passe de cette manière-là, de conquête de marchés régionaux, et des délocalisations qui parfois sont inévitables pour sauver des emplois en France. Ça aussi, c'est quelque chose qui arrive aussi, malheureusement. Donc on est obligé de choisir là où on délocalise pour sauver les emplois en France, pour permettre à... Donc toute cette politique permet à la Tunisie aujourd'hui, avec la crédibilité retrouvée avec ce gouvernement, de pouvoir mieux négocier, parce qu'on doit dire que pendant 2 ans, on a perdu 2 ans, avec le gouvernement de la Troïka, qui franchement n'avait aucune crédibilité partout où il allait. Ça a été un fiasco économique, on voit où on est. Et aujourd'hui, donc, pour quelle voie opter sur le plan? Bon, déjà, je dirais... Après avoir bien passé avec succès l'obstacle politique, je dirais sur le point de vue sécuritaire, il ne faut pas relâcher la garde. Là, il faut être au rendez-vous pour que ça marche sur le plan économique et pour que la sécurité des Tunisiens soit assurée. Parce que le terrorisme auquel on a à faire face, bon, c'est pas des petits joueurs. C'est des gens qui sont organisés, qui ont montré qu'ils pouvaient, à chaque moment, quand ils le décidaient, arriver à mettre une bombe ici ou là, égorger des policiers ou des militaires. Bon, voilà. Donc tant qu'il y a ça, mettre une bombe dans un hôtel, c'est déjà arrivé. Heureusement maintenant, la police tunisienne maîtrise mieux la situation, nos forces de l'ordre et notre armée maîtrisent mieux la situation, en grande partie grâce à la coopération avec l'Algérie. Faut le dire. Là, sans la coopération avec l'Algérie, la situation aurait sans doute été extrêmement différente. Et l'Algérie joue un rôle extrêmement important dans la région, à la fois en Tunisie, au Mali, même s'il n'y participe pas, bon, on voit que son rôle est déterminant, sachant que l'Égypte, je n'ai pas d'Égypte, je voulais parler de la Libye, c'est un pays où il n'y a plus d'État. Et qui, effectivement, là, pose problème. Donc,
On a besoin de ça. De l'autre côté, bon, sur le plan économique, aujourd'hui, si tout ça marche sur le plan sécuritaire, on tient la route. Sur le plan économique, quelles sont les voies qu'on pourrait exploiter? Les voies qu'on pourrait exploiter, on voit que la Tunisie est un pays plein d'atouts, qui a une main-d'œuvre bien formée, relativement bien formée, même si ça a régressé. Là aussi, entre la période Ben Ali et la période Bourguiba, il y a quand même eu une régression très nette sous la période Ben Ali au niveau de la formation. Mais cela dit, la Tunisie est encore un pays qui a des atouts par rapport à ses voisins et par rapport aux pays de la région et par rapport à l'Afrique et au monde arabe. Là, on fait encore la course en tête et il faut jouer là-dessus. Bon, je donne quelques exemples sur lesquels la Tunisie peut jouer. Aujourd'hui, le secteur touristique. On sait que le secteur touristique a été la première source de devises, avec le phosphate, qui ne marchait plus parce qu'il y avait des grèves, il y avait un dialogue qui était inexistant entre patronat et syndicats, et que le gouvernement précédent n'a pas su mener. Dans le tourisme, on voit qu'aujourd'hui, la Tunisie a perdu au terrain de la concurrence par rapport au Maroc. Voilà, le Maroc a réussi à attirer beaucoup plus de touristes parce qu'il y a une meilleure qualité de l'accueil, il faut le dire. Il y a des réformes qui, pendant 2 ans, n'ont pas été faites. Là aussi, on a perdu 2 ans dans le secteur du tourisme et ça n'a pas été fait. On voit aujourd'hui que la ministre du Tourisme, qui est attaquée, je dirais lâchement attaquée par certains aujourd'hui qui essaient de faire leur beurre politique sur une surenchère nationaliste ou sur la Palestine ou sur autre chose, est quelqu'un qui a la volonté de faire des réformes. Elle l'a annoncé et on pense qu'elle va le faire. Et que ce gouvernement ira dans le bon sens pour réformer le secteur touristique, réformer la formation, réformer l'accueil et rendre ce secteur plus accueillant, surtout en travaillant surtout sur la qualité de l'accueil touristique. Et les circuits, parce qu'on a plein de choses qui sont inexploitées. On voit que dans certaines régions, on pourrait faire des circuits quand on descend quelque part, dans les zones touristiques qui sont sur la côte, pour aller vers les régions de l'intérieur. Il y a des ruines romaines, il y a une nature qui est formidable, il y a effectivement des choses à faire de ce côté-là. D'autres, bon, je ne vais pas non plus faire toute la liste des secteurs qui sont exploitables, je dirais par exemple le secteur médical. Le secteur des cliniques privées. On voit aujourd'hui qu'énormément de Libyens viennent se soigner en Tunisie, des Algériens aussi, et c'est un secteur des Français qui viennent se soigner les dents, ou la chirurgie esthétique, c'est aussi quelque chose de... La Tunisie a beaucoup d'atouts là-dessus. Bon, je veux dire, avec tout ça, il y a quand même un secteur à exploiter. Je dirais quand même un mot sur l'hôpital public, qui est quand même dans un état déplorable, et ça c'est un secteur stratégique, et on voit que dès que quelqu'un a un peu les moyens d'aller dans le privé, il va dans une clinique privée, pas à l'hôpital, contrairement à ce qui se passe en France. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable, parce que ça veut dire que ceux qui n'ont pas les moyens de se faire soigner dans le privé resteront dans le public, et dans un public, dans une situation extrêmement difficile. Là-dessus, effectivement, pour établir l'égalité, je vous rends la parole, je voulais quand même dire ça, pour établir l'égalité entre un secteur hospitalier privé qui fait énormément de bénéfices et qu'il faut conserver parce que c'est une source d'entrée de devises et une source d'activité, eh bien, je ne verrai pas pourquoi il n'y aurait pas une taxe sur ce secteur-là qui continuera à faire ses profits et qui ne délocalisera pas pour que cette taxe permette de financer l'hôpital public, parce que sans hôpital public, on reviendrait au 19e siècle. On aurait sauté le 20e, on reviendrait au 19e en arrière, et ça, c'est pas acceptable, ou tout au moins avant la dépendance et avant les acquis qu'on a aujourd'hui à défendre et qui sont essentiellement ce que nous a laissé, le président Bourguiba. Je voulais quand même dire un mot sur le président Bourguiba. C'était quand même les acquis de la femme, c'est quand même les fondements de l'État social tunisien qui permet aux plus pauvres de vivre décemment. C'est aussi un secteur hospitalier, un secteur éducatif performant. Et là aujourd'hui, quelle que soit l'histoire qui a précédé chez les uns et chez les autres leurs engagements, aujourd'hui on est tous à défendre ces acquis-là qui malheureusement sont menacés, l'ont été et le sont encore. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut défendre comme la prunelle de mes yeux. Voilà, tout en se gardant le droit de faire un droit d'inventaire sur le bilan des uns et des autres. Célèbre formule qui avait défrayé la chronique en France et que je reprends à mon compte aussi. C'était Lionel Jospin qui avait dit ça à propos de François Mitterrand. Merci.